Marcus fixait le message texte sur son téléphone, le lisant pour la 3e fois alors que son café du matin refroidissait dans ses mains. Les mots n'avaient pas changé, mais ils semblaient devenir plus irréels à chaque lecture. J'ai vendu ta voiture pour 5 000 € afin de lancer une entreprise. Tu ne l'utilises jamais de toute façon. Daniel. Son frère cadet avait toujours été impulsif, mais cette fois, il avait franchi une limite que Marcus n'aurait jamais imaginé qu'il oserait approcher. La BMW M3 argentée n'était pas qu'une voiture, c'était un actif de l'entreprise, soigneusement entretenu et assuré au nom de Blackstone Industries, la société de conseil en technologie que Marcus avait bâtie à partir de rien au cours des 8 dernières années. Marcus tapa une seule réponse, intéressant. Puis il posa son téléphone, se rendit dans son bureau à domicile et appela son équipe juridique. Catherine, c'est Marcus. J'ai besoin que tu déclares immédiatement le vol de l'actif d'ISXK 4789 de l'entreprise. Oui, vol. Je t'expliquerai plus tard. En moins de 3 heures, le monde de Daniel s'effondra. La détective Sarah Reynolds avait déjà vu son lot de conflits familiaux, mais le dossier posé sur son bureau dressait un tableau particulièrement sombre. La BMW avait été vendue à un acheteur de bonne foi dans un parc de voitures d'occasion de l'autre côté de la ville. L'acheteuse, une jeune infirmière prénommée Elena, avait payé en liquide, croyant avoir trouvé une bonne affaire. Elle se retrouvait désormais prise au milieu d'une affaire qui ressemblait fortement à un cas sérieux de vol qualifié de véhicule. Daniel Martinez, le demi-frère de Marcus, était assis dans la salle d'interrogatoire, le sourire confiant qu'il affichait encore ce matin-là ayant complètement disparu. Il ne cessait de répéter que tout cela était un malentendu, que son frère ne porterait jamais plainte, que la famille ne fait pas ça à la famille. Votre frère est propriétaire d'une entreprise multimillionnaire, expliqua la détective Reynolds en faisant glisser les documents sur la table métallique. Ce véhicule est enregistré comme un actif de l'entreprise. Ce que vous avez fait n'est pas emprunter la voiture de votre grand frère, c'est voler à une entité commerciale. C'est un crime. Le visage de Daniel devint livide. Mais je suis de la famille. Je l'ai aidé quand il n'était personne. Quand il travaillait dans son garage, j'étais là. Je lui ai prêté de l'argent quand il ne pouvait pas payer son loyer. C'était il y a 15 ans, répliqua Reynolds en consultant ses notes. Et dernièrement, qu'avez-vous fait? Marcus se souvenait différemment de ses débuts. Oui, Daniel lui avait bien prêté 800 € une fois, quand Marcus avait 22 ans et était désespéré. Mais 6 mois plus tard, Daniel lui avait emprunté ses 1 200 € restants pour ce qu'il appelait une opportunité d'investissement infaillible. L'argent s'était volatilisé dans un schéma de crypto-monnaie qui s'était effondré en quelques semaines. Il y avait eu d'autres incidents au fil des ans. Daniel empruntant des outils sans jamais les rendre. Daniel utilisant la carte bancaire de Marcus pour des « urgences » qui s'avéraient être des week-ends de jeu. Daniel promettant de payer le dîner d'anniversaire de leur mère, oubliant, opportunément son portefeuille, laissant Marcus couvrir l'addition de 400 €. Chaque fois, Marcus avait laissé passer. La famille restait la famille, après tout. Leur mère les avait élevés à veiller l'un sur l'autre après que leur père les eut abandonnés, Daniel avait 7 ans et Marcus 12. Marcus s'était toujours senti responsable de son petit frère, trouvant toujours des excuses à son comportement. Mais cette fois-ci était différente. Cette fois-ci, Daniel n'avait pas seulement trahi son frère, il avait commis un crime contre l'entreprise de Marcus, la société qui employait 37 personnes et faisait vivre leur famille. Blackstone Industries avait été l'œuvre de sa vie. Après avoir obtenu son diplôme d'ingénieur en informatique au MIT, Marcus avait travaillé 3 ans pour des géants de la tech, économisant chaque centime et apprenant chaque aspect du secteur. Lorsqu'il s'était finalement lancé à son compte, il avait commencé modestement en conseillant des entreprises locales, en les aidant à optimiser leur infrastructure informatique. La BMW argentée avait été son premier grand achat après que l'entreprise était devenue rentable. Non pas pour le luxe ou le statut, mais comme bureau mobile. La voiture était équipée d'un hotspot, d'un dock pour ordinateur portable et de supports de présentation pour ses clients. Marcus se déplaçait chaque jour entre différents sites, travaillant souvent dans la voiture entre 2 rendez-vous. C'était autant un outil professionnel que n'importe quel ordinateur de son bureau. Daniel le savait. Daniel avait vu Marcus travailler tard le soir, garé devant les bâtiments de ses clients, passer des appels vidéo depuis le siège conducteur lorsque son bureau était en rénovation. Daniel savait que la voiture n'était pas un jouet inutilisé dans un garage, c'était une partie intégrante de la manière dont son frère faisait des affaires. Et pourtant, il l'avait vendue. L'enquête avança rapidement.
Le concessionnaire d'occasion Franco-S Autosal disposait d'images de vidéosurveillance montrant Daniel arrivant avec la BMW. Les documents révélaient que Daniel avait falsifié la signature de Marcus sur le transfert de propriété. Le concessionnaire, Franco Rossi, s'était montré coopératif, il avait cru à l'histoire de Daniel qui prétendait vendre la voiture pour son frère parti à l'étranger pour affaires. Le gamin semblait nerveux, expliqua Franco à la détective Reynolds. Mais il avait les clés, il connaissait des détails sur l'historique d'entretien de la voiture. Je lui ai demandé une pièce d'identité, et il m'a montré un permis de conduire avec le même nom de famille que celui figurant sur l'immatriculation. J'ai cru que c'était vraiment une affaire de famille légitime. La piste était claire et accablante. Daniel n'avait pas seulement commis un vol, mais aussi une fraude. Il avait exploité son lien familial avec Marcus pour tromper le concessionnaire et avait falsifié des documents légaux dans le processus. Pendant ce temps, Elena Hoffman, l'infirmière qui avait acheté la voiture, était anéantie. Elle avait économisé pendant 2 ans pour s'offrir un véhicule fiable pour ses trajets jusqu'à l'hôpital. À présent, elle risquait de perdre à la fois la voiture et son argent. Je voulais juste quelque chose de sûr, confia-t-elle à Reynolds, les larmes aux yeux. Je fais des doubles services pour payer mon loyer. Je ne peux pas me permettre de perdre 5 000 €. 3 jours après l'arrestation de Daniel, Marcus reçut un appel de leur mère, Isabella. « Comment as-tu pu faire ça à ton frère » l'accusa-t-elle, la voix chargée de déception. « Il a fait une erreur, mais c'est la famille. Tu vas détruire sa vie pour une voiture ?» Marcus ferma les yeux, sentant le poids familier de la culpabilité familiale s'abattre sur ses épaules. « Maman, ce n'est pas une question de voiture. C'est une question de confiance. Une question de loi. Il a volé à mon entreprise. »« Ton entreprise » s'exclama Isabella. « Depuis quand les affaires sont-elles plus importantes que la famille ? Tu as changé, Marcus. L'argent t'a rendu froid. »« Ce n'est pas une question d'argent, » répondit Marcus, bien qu'il sût qu'elle ne comprendrait pas, Daniel a coûté 5 000 € à une femme innocente. Il a commis une fraude. Si je ne porte pas plainte, que va-t-il lui arriver ? Quel message cela enverra-t-il à mes employés sur l'intégrité ? Tes employés ne sont pas ton sang, rétorqua Isabella. Peut-être pas, dit Marcus d'une voix calme. Mais ils me font confiance. Ils dépendent de moi. Et contrairement à Daniel, ils n'ont jamais trahi cette confiance. Un long silence pesa sur la ligne. C'est ton frère, murmura Isabella. Je sais, répondit Marcus. C'est ce qui rend les choses si difficiles. Daniel fut inculpé de vol qualifié de véhicule, de fraude et de faux. Son avocat commis d'office lui expliqua qu'il risquait jusqu'à 3 ans de prison s'il était reconnu coupable de tous les chefs d'accusation. Le procureur était prêt à négocier, si Daniel pouvait rembourser intégralement Elena et verser des dommages à Blackstone Industries pour la perturbation des affaires, les charges pourraient être réduites. Mais Daniel avait déjà dépensé les 5 000 € dans l'inventaire de son « entreprise », un projet de revente d'électronique reconditionnée qui avait échoué en quelques semaines. Il n'avait aucun actif, aucun revenu stable et un dossier de crédit détruit par ses erreurs financières passées. Marcus se trouva face à une position impossible. Il pouvait retirer les accusations, mais cela laisserait Elena sans recours et exposerait potentiellement son entreprise à des problèmes de responsabilité. Ou il pouvait laisser la justice suivre son cours et voir son frère aller en prison. Il y avait une troisième option, que son avocate, Catherine Morrison, avait suggérée discrètement. Vous pourriez indemniser Elena vous-même, dit-elle lors d'une réunion privée. Lui rendre ses 5 000 €, lui laisser garder la voiture jusqu'à ce que les questions juridiques soient résolues. Puis engager des poursuites civiles contre Daniel séparément du dossier pénal. Cela récompenserait son comportement, objecta Marcus. Non, répondit Catherine. Cela protège une victime innocente. Ce que vous décidez de faire à propos de Daniel est une décision distincte. Alors que Marcus luttait avec ce dilemme, il reçut une visite inattendue. Elena Hoffman apparut à son bureau, serrant nerveusement un petit sac à main. « Je voulais vous remercier, dit-elle, le surprenant. Je sais que cette situation doit être difficile pour vous aussi. Être trahi par sa famille, ce n'est pas facile. » Marcus l'invita à s'asseoir, intrigué par sa perspective. « J'ai réfléchi à votre frère, » poursuivit Elena. « Et j'ai réalisé une chose. Ce n'est pas la première fois qu'il fait quelque chose de ce genre, n'est-ce pas ? » Marcus secoua lentement la tête. « Non, ce n'est pas la première fois. »« Alors le fait que vous portiez plainte n'est pas une question de punition, dit-elle. C'est une question de l'arrêter.
Mon grand frère était comme ça, toujours à chercher les raccourcis, toujours à blesser les autres en s'attendant à ce que la famille répare ses erreurs. Ça a empiré et empiré, jusqu'à ce que quelqu'un le tienne enfin pour responsable. Qu'est-il arrivé ? Demanda Marcus. Elena sourit tristement. Il est allé en prison pendant 6 mois pour avoir émis de mauvais chèques. La meilleure chose qui lui soit jamais arrivée. Ça l'a obligé à affronter la réalité. Aujourd'hui, il possède un petit restaurant et n'a pas eu de problème depuis 5 ans. Parfois, la chose la plus aimante que l'on puisse faire est de laisser quelqu'un affronter les conséquences de ses actes. Ce soir-là, Marcus s'assit dans son bureau, contemplant la photo sur son bureau, une image de lui et Daniel lors de la remise de diplôme de ce dernier au lycée. Ils souriaient tous les deux, le bras de Marcus autour des épaules de son petit frère. Daniel avait été major de promotion cette année-là, plein de potentiel et de promesses. Où tout avait-il dérapé ? Marcus se demanda si ces sauvetages constants n'avaient pas en réalité encouragé le comportement de Daniel. Chaque fois qu'il avait tiré son frère d'affaires, ne lui avait-il pas simplement appris qu'il y aurait toujours quelqu'un pour le rattraper ? Marcus prit son téléphone et appela Catherine. « J'ai pris ma décision au sujet de Daniel, dit-il. Et je ne retire pas les accusations. Mais je veux aider Elena. Quoi qu'il faille pour qu'elle soit indemnisée, je m'en chargerai. Et je veux organiser une rencontre avec l'avocat commis d'office de Daniel. Si Daniel est prêt à suivre un programme thérapie, cours de responsabilité financière, service communautaire, je demanderai au procureur d'envisager des alternatives à la prison. » C'est généreux, observa Catherine. Ce n'est pas de la générosité, répondit Marcus. C'est ce dont Daniel a besoin. Pour la première fois de sa vie, il doit affronter de vraies conséquences et de vraies responsabilités. Peut-être qu'il est trop tard pour sauver notre relation, mais il n'est pas trop tard pour le sauver, lui. Les procédures judiciaires prirent 4 mois pour être résolues. Daniel plaida coupable à des charges réduites en échange d'un placement dans un programme de réhabilitation sous supervision judiciaire. Il devait passer 6 mois dans un foyer de réinsertion, suivre des séances de conseil financier et effectuer 500 heures de travail d'intérêt général. Plus important encore, il devait effectuer des paiements mensuels de restitution à la fois à Elena et à Blackstone Industries pendant 3 ans. Elena conserva la BMW. Marcus avait discrètement arrangé le transfert légal de la carte grise à son nom une fois que Daniel aurait terminé ses paiements de restitution. Elle envoya à Marcus une carte de remerciement avec une photo d'elle en blouse, debout à côté de la voiture devant l'hôpital où elle travaillait. Daniel ne parla pas à Marcus pendant 8 mois. Lorsqu'il appela enfin, ce fut depuis son nouveau travail dans un garage de réparation automobile. « Je voulais m'excuser, » dit Daniel, sa voix différente, plus calme, plus réfléchie. « Je comprends maintenant pourquoi tu as fait ce que tu as fait. »« Tu crois ?» demanda Marcus. « Tu n'essayais pas de me blesser, » répondit Daniel. « Tu essayais de me sauver. De moi-même, surtout. J'ai suivi un accompagnement psychologique, et je commence à comprendre comment mes actions ont affecté les autres. Elena, toi, maman, tous ceux qui ont essayé de m'aider. » Marcus sentit un poids quitter sa poitrine, un poids dont il n'avait pas pleinement conscience jusque-là. « Tu me manques, » continua Daniel. « Je sais que je ne mérite pas le pardon, mais je veux que tu saches que j'essaie de devenir quelqu'un qui le mérite. » 2 ans plus tard, Marcus reçut un autre message de Daniel. Cette fois, c'était une photo d'une petite vitrine avec l'inscription « Martinez Auto Repair » peinte sur la fenêtre. J'ai ouvert mon propre commerce légitime. Aucune voiture volée impliquée. Merci de ne pas avoir abandonné quand moi je m'étais abandonné. Marcus sourit, tapa en retour, fier de toi. Je t'invite à déjeuner pour fêter ça ? La réponse arriva vite, c'est moi qui paie. Je te dois environ 15 ans de repas. Au déjeuner, ils parlèrent de tout sauf de l'incident de la voiture pendant la première heure. Daniel raconta à Marcus son entreprise, les cours de gestion financière qu'il avait suivis, et la petite amie rencontrée dans son groupe de soutien. Marcus parla de Blackstone Industries, qui comptait désormais 60 employés, et de ses fiançailles récentes avec une femme nommée Sarah que Daniel n'avait jamais rencontrée. Finalement, Daniel aborda l'éléphant dans la pièce. « J'ai besoin que tu saches une chose, » dit-il. « Ce que tu as fait, porter plainte, ça m'a sauvé la vie. J'allais droit vers un chemin qui m'aurait détruit moi et tous ceux qui m'entouraient. Tu as arrêté ça. » Marcus acquiesça. « J'ai failli ne pas le faire. » Maman était furieuse. Une partie de moi voulait tout arranger en silence et faire comme si rien ne s'était passé. « Je suis content que tu ne l'aies pas fait, » répondit Daniel.
Pour la première fois de ma vie d'adulte, j'ai dû affronter les véritables conséquences de mes actes. Aucun membre de la famille pour me sortir de là, aucune excuse derrière laquelle me cacher. C'était terrifiant et nécessaire. Qu'est-ce qui a changé? Demanda Marcus. Daniel resta silencieux un instant, puis dit, j'ai compris qu'à chaque fois que quelqu'un me sauvait, cela renforçait l'idée que je n'avais pas à être responsable de ma propre vie. Qu'il y aurait toujours quelqu'un pour réparer mes erreurs. Je suis devenu un enfant qui n'a jamais grandi, toujours à chercher un coupable ou quelqu'un d'autre pour arranger mes problèmes. Il marqua une pause, puis ajouta, dans ce foyer, j'ai rencontré des gens qui avaient tout perdu parce que leur famille les avait toujours couverts. Mariage détruit, enfants qui refusaient de leur parler, carrière ruinée. J'ai vu mon avenir si je ne changeais pas. Alors qu'il se préparait à quitter le restaurant, Daniel tendit une enveloppe à Marcus. Qu'est-ce que c'est? Demanda Marcus. Le dernier paiement de restitution, répondit Daniel. Je sais qu'il me reste 3 mois sur l'ordonnance du tribunal, mais je voulais finir plus tôt. Et il y a autre chose dedans. Marcus ouvrit l'enveloppe. En plus d'un chèque au nom de Blackstone Industries, il y avait une lettre manuscrite. Marcus, je sais que je ne pourrai jamais effacer les dégâts que j'ai causés à notre relation et à ton entreprise. Mais je veux que tu saches que ta décision de me tenir responsable a été le geste le plus aimant que quelqu'un ait jamais fait pour moi. Tu as choisi la vérité plutôt que le confort, la justice plutôt que la loyauté familiale, et mon bien-être à long terme plutôt que la paix immédiate. Cela demandait un courage que je ne comprenais pas à l'époque. J'espère qu'un jour je pourrai devenir le genre de personne qui fait le bon choix difficile plutôt que le mauvais choix facile. Merci de ne pas avoir abandonné, même quand tu ne pouvais pas me sauver de moi-même. Merci de m'avoir laissé apprendre à me sauver moi-même. Ton frère, Daniel. Marcus replia soigneusement la lettre et la remit dans l'enveloppe. Merci, dit-il simplement. Alors qu'ils marchaient vers leur voiture, Daniel conduisait désormais une modeste Honda Civic achetée avec ses propres revenus. Marcus réfléchit au chemin parcouru par eux deux. Le vol de la BMW avait failli détruire leur relation, mais au final, il avait obligé les deux frères à redéfinir ce que signifiait réellement la loyauté familiale. Le véritable amour, réalisa Marcus, consistait parfois à laisser les gens que l'on aime affronter les conséquences de leur choix. Cela signifiait privilégier leur croissance à long terme plutôt que leur confort immédiat. Cela signifiait être prêt à jouer le rôle du méchant pour aider quelqu'un à devenir une meilleure personne. La BMW argentée avait disparu depuis longtemps, mais Marcus avait gagné quelque chose de bien plus précieux, un frère qui devenait enfin un homme digne de respect et de confiance. Et Daniel avait gagné quelque chose qu'il n'avait jamais eu auparavant, la certitude qu'il pouvait surmonter ses erreurs et construire quelque chose de significatif de ses propres mains. Parfois, les cadeaux les plus profonds arrivent sous les formes les plus douloureuses. Parfois, l'amour ressemble à une trahison, et le salut à une condamnation. Parfois, le chemin vers la rédemption commence par des menottes et s'achève par une poignée de main entre deux personnes qui comprennent enfin ce que signifie être une famille. L'entreprise que Marcus avait bâtie survécut et prospéra. La confiance qu'il avait investie dans ses employés fut récompensée par leur loyauté et leur dévouement. Et le choix difficile qu'il avait fait au sujet de son frère prouva que l'intégrité n'est pas seulement respecter des règles, c'est créer un monde où la justice et la miséricorde peuvent coexister, où responsabilité et amour peuvent agir ensemble pour transformer des vies. Au final, Marcus apprit que protéger son entreprise signifiait protéger tous ceux qui en dépendaient, y compris les membres de sa famille qui devaient apprendre que les actes ont des conséquences. Et Daniel apprit que la véritable liberté ne vient pas de l'évitement des responsabilités, mais de leur pleine acceptation. L'histoire d'une voiture volée était devenue l'histoire de deux frères qui s'étaient retrouvés en retrouvant d'abord le chemin de la vérité.